La vie de couple en droit français, relations amoureuses, fiançailles, pax, mariage et divorce. Relations amoureuses, concubinage ou union libre en France, chacun est libre d'entretenir une relation amoureuse et de vivre en couple hors mariage ou pax, ce qu'on appelle le concubinage ou union libre. Le Code civil définit le concubinage comme une union de fait, stable et continue, entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, vivant en couple, article 515-8. Contrairement au mariage, le concubinage n'implique aucune formalité légale, il n'y a ni statut officiel de petit ami, ni contrat à signer pour simplement vivre ensemble. Absence d'obligation légale entre concubins, l'union libre n'entraîne aucune obligation juridique entre les partenaires. Ainsi, les concubins n'ont pas de devoir légal de fidélité, d'assistance matérielle ou morale, ou de secours l'un envers l'autre, obligation qui existe en revanche pour les époux. Chacun est libre de quitter la relation à tout moment sans procédure particulière. De même, aucun des membres du couple ne peut engager la responsabilité civile de l'autre du seul fait de la rupture, on ne peut pas être forcé à rester en couple par la loi. Néanmoins, en cas de séparation, chaque concubin reprend en principe sa liberté sans droit à une pension ou prestation automatique. La loi ne prévoit pas de partage systématique des biens ni de pension alimentaire pour l'ex-concubin. En cas de litige, par exemple, si l'un a financé un bien au nom de l'autre, il faudrait saisir le juge sur des fondements généraux, enrichissement sans cause, droit de propriété, etc. La loi ne prévoyant rien de spécifique pour les unions libres. Droit et effet limité du concubinage. Vivre en couple sans n'être ni marié ni paxé offre une grande liberté mais confère peu de droits protecteurs. Chaque concubin conserve son indépendance juridique et administrative, par exemple, chacun fait sa propre déclaration d'impôt sur le revenu. Les concubins ne forment pas un foyer fiscal commun pour l'IR et n'est pas solidaire des dettes personnelles de l'autre. Toutefois, dans la vie quotidienne, le concubinage peut être reconnu par l'administration. Dans certaines situations, les concubins peuvent obtenir un certificat de vie commune, attestation de concubinage en mairie pour prouver leur situation auprès d'organismes. Certaines prestations sociales considèrent les concubins comme un ménage commun. Par exemple, la caisse d'allocation familiale prendra en compte les revenus du couple pour le calcul des aides au logement ou familial. De même, en matière d'impôt sur la fortune immobilière, IFI, des concubins notoires vivant ensemble de façon stable sont imposés ensemble sur leur patrimoine immobilier commun. En revanche, un concubin n'a aucun droit successoral automatique. Si l'un décède sans testament, le survivant n'est pas héritier, les biens iront aux héritiers légaux du défunt, par exemple ses enfants ou sa famille. Le partenaire survivant de l'union libre ne bénéficie pas, contrairement au conjoint marié, de la pension de réversion ni de la réserve héréditaire. Il peut tout au plus, s'il était titulaire du bail du logement commun avec le défunt, garder ce logement selon les règles du Code de l'habitation, et la plupart des baux prévoient qu'en cas de décès du locataire, le concubin peut reprendre le bail s'il vivait avec lui depuis au moins 1 an. De même, en cas de violence conjugale, les concubins sont protégés par le droit pénal exactement comme les personnes mariées. Ordonnance de protection, sanctions pour violence, etc. En résumé, la relation amoureuse hors mariage pax relève de la vie privée, protégée notamment par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit au respect de la vie privée et familiale. L'État ne peut ni vous empêcher de vivre en couple librement, ni vous y obliger. La contrepartie de cette liberté est l'absence de statut juridique fort. Vivre en concubinage ne crée pas d'obligation juridique entre les partenaires et offre une protection moindre qu'un pax ou un mariage en cas de séparation, de décès ou d'aléas de la vie. Ce choix convient donc au couple qui privilégie la souplesse et l'indépendance sur la sécurité juridique. 2. Fiançailles, promesse de mariage. Les fiançailles consistent en la promesse réciproque de deux personnes de se marier ensemble dans le futur. C'est une étape traditionnelle, symbolisée souvent par la demande en mariage et l'échange d'une bague de fiançailles. Attention, il ne s'agit pas d'un statut juridique contraignant. Les fiançailles sont considérées en droit comme un fait juridique et non un contrat. On ne signe aucun acte officiel pour se fiancer et aucune condition de validité n'est exigée. Même des mineurs peuvent se fiancer alors qu'ils ne peuvent pas se marier sans dispense. Il n'est pas obligatoire de se fiancer pour se marier par la suite.
Et inversement, être fiancé n'oblige pas à aller jusqu'au mariage. Liberté de rupture des fiançailles. En droit français, le principe de la liberté du mariage prime. Nul ne peut être forcé à se marier contre son gré. Par conséquent, chacun est libre de rompre ses fiançailles à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif légitime. Il n'existe pas d'action en exécution forcée pour obliger un fiancé à respecter sa promesse de mariage. Une rupture peut être douloureuse moralement, mais le fiancé qui subit la rupture ne peut pas exiger le mariage ou une compensation automatique du simple fait de la promesse non tenue. Cela dit, la manière dont se passe la rupture peut éventuellement avoir des conséquences juridiques limitées. Si la rupture des fiançailles survient dans des conditions fautives ou abusives, par exemple, de façon brutale ou humiliante, ou à la toute dernière minute causant un préjudice important à l'autre dépense engagée, tort moral, le fiancé délaissé peut saisir le juge et demander des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, article 1240 du Code civil, ex 1382. Les tribunaux apprécient au cas par cas. Ils indemnisent parfois l'autre fiancé pour les frais déjà engagés en vue du mariage, dépenses de réception, réservation de salle, achat de robes, etc., ou pour un préjudice moral réel on subi. Trouble émotionnel grave prouvé par certificat médical en cas de rupture particulièrement injurieuse. Cependant, ces cas restent rares car il faut démontrer une faute caractérisée dans la rupture. En principe, une rupture franche des fiançailles, même sans raison valable sur le plan moral, n'est pas fautive en soi. Juridiquement, on a le droit de changer d'avis. Effet juridique des fiançailles cadeaux. Bague. Étant donné que les fiançailles n'ont pas de valeur contractuelle, elles produisent très peu d'effets juridiques. L'une des seules règles écrites concerne les cadeaux faits en vue du mariage. L'article 1088 du Code civil dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. En clair, les présents spécifiquement offerts en considération du mariage futur doivent être restitués si le mariage n'a finalement pas lieu. Par exemple, si la famille offre un bien précieux au couple en prévision du mariage, ce cadeau devra en principe être rendu en cas d'annulation des noces. Exception des présents d'usage, la jurisprudence distingue les cadeaux de fiançailles ordinaires, dits présents d'usage, qui, eux, peuvent être conservés par le bénéficiaire. Un présent d'usage est un cadeau offert dans le contexte social des fiançailles, bagues, bijoux, etc., dont la valeur n'est pas disproportionnée par rapport aux ressources de celui qui l'offre. Ces présents d'usage ne sont pas soumis à l'article 1088. La bague de fiançailles est généralement considérée comme un présent d'usage. En cas de rupture, la fiancée peut en principe garder la bague. Cependant, si la bague a une valeur exceptionnelle au regard des moyens du fiancé, ou si c'est un bijou de famille portant une forte charge affective, les juges peuvent estimer qu'il ne s'agit pas d'un simple présent d'usage et ordonner sa restitution au fiancé. En pratique, pour les bagues de fiançailles classiques, il est d'usage et de droit que la future mariée la conserve même si le mariage n'a pas lieu. En dehors des cadeaux, les fiançailles n'accordent aucun droit particulier. Par exemple, un fiancé n'est pas un héritier réservé et n'a pas de droit légal en cas de décès de l'autre avant mariage. Il peut toutefois être bénéficiaire d'une assurance vie ou d'un testament, au même titre que n'importe quelle personne désignée. De même, si les fiancés vivent déjà ensemble, leur situation est juridiquement celle de concubins, voire section précédente. Aspect européen, le droit européen n'impose aucune règle sur les fiançailles, c'est une notion relevant des traditions nationales. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, considère surtout le droit au mariage, convention EDH article 12, et le droit au respect de la vie familiale article 8. Empêcher deux fiancés de se marier sans motif valable pourrait violer l'article 12 par exemple, la CEDH a condamné l'interdiction faite à un prisonnier de se marier. Mais la CEDH tolère qu'aucune compensation ne soit due en cas de rupture des fiançailles, car nul n'a un droit acquis au mariage effectif avec une personne en particulier. En somme, les fiançailles restent principalement du domaine du symbolique et du privé, la loi intervenant peu. 3. PACS, Pacte civil de solidarité. Le pacte civil de solidarité PACS est une forme d'union civile créée par la loi du 15 novembre 1999 qui permet à deux personnes d'organiser juridiquement leur vie commune sans se marier. Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe.
Il s'agit d'un partenariat civil enregistré en mairie ou chez un notaire, offrant un statut intermédiaire entre le concubinage et le mariage. Conditions pour se paxer: les partenaires doivent remplir certaines conditions légales. Code civil, article 515-1 et suivant. Être tous les deux majeurs 18 ans révolus. Un partenaire étranger doit également avoir l'âge de la majorité dans son pays, n'être ni marié ni déjà paxé. On ne peut pas cumuler un pax avec un mariage ou un autre pax, ne pas avoir entre eux de lien de parenté trop proche, les ascendants et descendants en ligne directe parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, les collatéraux jusqu'au 3e degré, frères-sœurs, oncles, nièces, tantes, neveux ne peuvent pas conclure de pax entre eux. En clair, on ne peut pas se paxer avec un membre proche de sa famille. Les cousins germains sont admis, car leur lien de parenté est plus éloigné. Il n'y a pas de condition de nationalité. Un Français peut se paxer avec un étranger, ce dernier doit fournir un certificat de non-pax et de non-mariage. Contrairement au mariage, il n'est pas nécessaire d'être deux personnes de sexe opposé. Le pax est ouvert aux couples homosexuels depuis sa création. Par ailleurs, là où le mariage exige une cérémonie publique à la mairie, le pax est plus simple. Les partenaires rédigent et signent une convention de pax, un contrat, et la font enregistrer en mairie, devant l'officier d'état civil ou chez un notaire. L'enregistrement confère au pax sa valeur légale et une mention est portée en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire. Effet du pax. Droits et devoirs des partenaires. Une fois le pax conclu, il crée des obligations réciproques entre les partenaires, quoique moins étendues qu'en mariage. Le Code civil, article 515-4, impose aux partenaires paxés de vivre ensemble et de s'apporter une aide matérielle et une assistance réciproque. Cela signifie concrètement que les partenaires doivent partager une résidence commune, au moins administrativement, même s'ils peuvent avoir des domiciles secondaires séparés et s'entraider financièrement et moralement en fonction de leurs moyens. Par défaut, l'aide matérielle est proportionnelle aux ressources de chacun, mais les partenaires peuvent la moduler dans leur convention de pax. Notons qu'à la différence des époux, la loi n'impose pas la fidélité dans le pax. Il n'existe pas de devoir légal d'exclusivité sexuelle entre partenaires. L'infidélité n'est pas une cause de rupture ouvrant droit à réparation, c'est un motif strictement personnel. En outre, les partenaires paxés sont soumis à un régime de solidarité pour les dettes de la vie courante. Chacun peut engager l'autre pour les dépenses courantes du ménage. Par exemple, si l'un des partenaires contracte une dépense pour les besoins de la vie commune, loyer, courses alimentaires, factures ménagères, l'autre sera solidairement tenu au paiement vis-à-vis des tiers créanciers, sauf pour les achats à crédit non consentis par l'autre ou les dépenses manifestement excessives. Ce dispositif est similaire à celui applicable aux couples mariés, solidarité ménagère de l'article 220 du Code civil. En termes de biens et patrimoine, le pax laisse le choix entre deux régimes patrimoniaux, le régime par défaut et la séparation des biens. Chacun conserve la propriété de ses biens personnels, qu'ils soient acquis avant ou pendant le pax. Chaque partenaire administre et dispose de ses biens comme bon lui semble. Un bien acheté en commun appartient en indivision aux deux, mais sinon, ce qui est acheté par un seul reste à lui, sauf preuve contraire. Les partenaires peuvent opter pour le régime de l'indivision de leurs acquisitions postérieures au pax. S'ils le stipulent dans leur convention initiale ou par avenant ultérieur, alors tous les biens acquis pendant le pax, ensemble ou séparément, sont réputés détenus par moitié par chaque partenaire. Ce régime vise à partager équitablement les acquisitions faites pendant la vie commune, sauf biens personnels, par nature comme les donations et héritages, qui restent propres. En l'absence de précision dans la convention, c'est la séparation de biens qui s'applique par défaut. Cela signifie par exemple que si un partenaire achète seul une voiture ou un logement pendant le pax sans stipuler d'indivision, le bien est sa propriété exclusive sauf à prouver une contribution financière de l'autre. En revanche, si on a opté pour l'indivision, même un bien financé par un seul sera censé appartenir pour moitié à chacun. Autres effets et droits liés au pax. Le pax confère aux partenaires une reconnaissance officielle en tant que couple vis-à-vis de l'administration et de certains tiers. Sur le plan fiscal, les partenaires paxés forment un foyer fiscal commun au même titre que des époux mariés. Dès l'année suivant la conclusion du pax, ils font une déclaration d'impôt commune sur le revenu comme pour un mariage. L'année de la conclusion du pax, ils ont le choix entre une déclaration commune ou séparée.
puis les suivantes sont communes d'office. Le PACS permet souvent une économie d'impôts grâce au quotient conjugal, notamment si les revenus des partenaires sont inégaux. En matière d'impôts sur les successions et donations, les partenaires pacsés bénéficient depuis 2007 d'une exonération totale des droits de succession, comme les époux mariés. Autrement dit, en cas de décès, le survivant ne paie aucun droit fiscal sur ce que le défunt lui lègue par testament. Cependant, attention, le partenaire pacsé n'est pas héritier réservataire. Contrairement au conjoint marié, il n'hérite pas automatiquement en l'absence de testament. Si un partenaire décède sans testament, le partenaire survivant n'a droit à rien sur la succession. Les héritiers légaux, enfants, parents, etc. recueilleront l'héritage. Pour qu'un partenaire pacsé hérite, il faut qu'il soit nommé légataire dans un testament ou qu'il y ait une donation entre partenaires. Le PACS protège donc fiscalement le survivant pas de taxes, mais ne le désigne pas d'office comme héritier. En revanche, le survivant pacsé dispose d'un droit temporaire au logement. Durant l'année qui suit le décès, il peut continuer à occuper gratuitement le logement commun, qui était la résidence principale du couple. La succession du défunt prend en charge le loyer, si c'était un logement loué. Ce droit d'1 an, identique à celui du conjoint marié, permet de ne pas être expulsé du jour au lendemain. Après ce délai, en revanche, le partenaire pacsé n'a pas de droit à viager sur le logement sauf s'il en était propriétaire en indivision ou s'il en hérite via testament. Sur le plan social et quotidien, être pacsé facilite de nombreuses démarches. Par exemple, pour la couverture santé, un partenaire pacsé sans activité peut être affilié comme ayant droit de l'autre à la sécurité sociale, même mécanisme que pour les époux. Pour le logement, si le bail est au nom des deux, un partenaire ne peut pas, sans l'accord de l'autre, donner congé du logement, seul similaire aux époux. Si un seul partenaire est signataire du bail, en cas d'abandon du domicile ou de décès, le partenaire pacsé survivant ou restant bénéficie d'un droit de reprise du bail. Il peut devenir titulaire du bail à la place de l'autre. En cas de naissance d'un enfant dans le couple pacsé, la filiation fonctionne comme pour un couple non marié. Le père doit reconnaître l'enfant avant ou après la naissance pour établir la paternité, et l'autorité parentale sera exercée conjointement si la filiation est reconnue à l'égard des deux parents. Le PACS lui-même n'influe pas sur la filiation, mais il montre la stabilité du couple. Rupture du PACS. Le PACS est un contrat qui peut être dissous de manière beaucoup plus simple et rapide qu'un mariage. Le Code civil, article 515-7 prévoit plusieurs causes de dissolution. Rupture par consentement mutuel des deux partenaires. Ils font une déclaration conjointe de dissolution et l'adressent à la mairie ou au notaire qui a enregistré le PACS. L'enregistrement de cette dissolution met fin officiellement au PACS. Rupture à l'initiative unilatérale de l'un des partenaires. L'un peut décider seul de rompre le PACS. Il doit faire signifier sa décision à l'autre partenaire par huissier, puis transmettre une copie de cette signification à la mairie ou au notaire ayant enregistré le PACS. L'autre partenaire ne peut pas s'y opposer, il n'y a pas besoin de motif. La dissolution prendra effet à la date d'enregistrement par l'officier d'état civil ou le notaire. Mariage ou décès, si les deux partenaires se marient ensemble, leur PACS est automatiquement dissous à la date du mariage. Il n'y a pas de démarche à faire. De même, si l'un des partenaires épouse une autre personne ou si l'un décède, le PACS prend fin à la date du mariage ou du décès. L'officier d'état civil enregistre d'office la dissolution en marge des actes d'état civil. Lorsque le PACS est dissous, les ex-partenaires procèdent eux-mêmes au partage de leurs biens et à la liquidation des éventuels comptes communs. En cas de désaccord grave par exemple, l'un refuse de restituer un bien appartenant à l'autre, ou il n'arrive pas à s'entendre sur la vente d'un bien indivis, le juge peut être saisi pour trancher les conséquences patrimoniales de la rupture. Contrairement au divorce, il n'existe pas de prestation compensatoire automatique lors d'une rupture de PACS. Cependant, si la rupture a causé un préjudice à l'un des partenaires par exemple, rupture abusive ayant entraîné une perte financière ou un préjudice moral, celui-ci peut éventuellement réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, de façon similaire à la rupture abusive de fiançailles ou de concubinage. De plus, les partenaires peuvent prévoir dans leur convention de PACS des clauses organisant la séparation, mais ces clauses ne peuvent pas fixer de pénalités excessives qui s'apparenteraient à une punition de la rupture. Ce serait contraire à la liberté individuelle. Comparaison et cadre européen.
Le PACS est une invention française de 1999, souvent vue comme une avancée en matière d'union pour les couples homosexuels, puisque le mariage leur était interdit jusqu'en 2013, et une alternative pour les couples hétérosexuels souhaitant un engagement moins lourd qu'un mariage. D'autres pays européens ont mis en place des formes de partenariat enregistrés similaires, par exemple le Civil Partnership au Royaume-Uni, Registered Partnership dans d'autres pays. La reconnaissance des PACS français à l'étranger dépend des législations locales. Il n'existe pas de règles européennes imposant la reconnaissance mutuelle des partenariats civils contrairement au mariage, plus largement reconnu. Toutefois, dans le cadre de la libre circulation, au sein de l'Union européenne, la directive 2004/38 du Conseil de l'Union européenne oblige chaque État membre à faciliter l'entrée et le séjour du partenaire, avec lequel un citoyen de l'Union européenne a une relation durable dûment attestée, ce qui peut inclure un PACS. La Cour européenne des droits de l'homme a également contribué à l'évolution du droit des couples non mariés, en 2015, par exemple, dans l'affaire Oliari contre Italie, la CEDH a jugé que l'absence totale de reconnaissance légale pour les couples homosexuels violait leur droit à la vie privée et familiale, article 8 CEDH. Cela a poussé plusieurs pays à créer des unions civiles. Mais la CEDH laisse aux États le choix du statut PACS, partenariat, mariage et n'impose pas l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, arrêt Schalk & Kopf contre Autriche, 2010. Depuis la loi française de 2013 ouvrant le mariage à tous les couples, le PACS est devenu un choix principalement pratique ou philosophique, utilisé par de nombreux couples hétérosexuels qui souhaitent un engagement juridique avec plus de souplesse qu'un mariage. 4. Mariage-union matrimoniale. Le mariage est l'union légale de deux personnes, formalisée par un acte d'état civil. En droit français, le mariage civil est la seule forme de mariage ayant une valeur juridique. Il doit être célébré à la mairie par un officier d'état civil, les cérémonies religieuses n'ayant qu'une portée privée. Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage est ouvert aux couples de même sexe, au même titre qu'aux couples de sexe différents. Code civil, article 143. Deux personnes peuvent donc se marier en France, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Conditions pour se marier. Plusieurs conditions de fond sont exigées par le Code civil. Âge minimum, 18 ans révolus pour chacun. Article 144 Code civil. Une dispense d'âge peut exceptionnellement être accordée par le procureur de la République pour motif grave, par exemple grossesse, avec le consentement des parents du mineur, mais ces cas sont très rares. Monogamie, on ne peut être engagé dans un seul mariage à la fois. Il est interdit d'être marié à deux personnes simultanément. La bigamie est illégale. Article 147 Code civil. Si une personne déjà mariée contracte un second mariage sans dissolution du premier, le second est nul. Absence de lien de parenté prohibé, on ne peut pas épouser un membre proche de sa famille. Les mariages incestueux entre ascendants et descendants, frères et sœurs, demi-frères-sœurs sont interdits. Articles 161 à 163 Code civil. Certains cas d'alliance belle-fille-beau-père, oncle-nièce, tante-neveu sont également prohibés sauf dispense exceptionnelle du président de la République pour les alliés collatéraux, cas devenu quasiment inexistant aujourd'hui. Consentement libre et éclairé. Le mariage nécessite le consentement libre des deux époux. Article 146 Code civil. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Chacun doit consentir personnellement au mariage, de façon sincère et sans contrainte. Un mariage forcé sous menace ou violence, ou simuler mariage blanc uniquement pour obtenir un avantage, par exemple des papiers, peut être annulé pour vice du consentement. De même, un consentement vicié par l'erreur sur l'identité de la personne ou sur une qualité essentielle, par exemple, si on découvre que le conjoint a caché une situation très grave, peut permettre l'annulation. Formalité, pour se marier, il faut déposer un dossier en mairie avec pièce d'identité, justificatif d'état civil, éventuelles attestations de célibat, etc. Le mariage doit être célébré publiquement en mairie, en présence de 2 à 4 témoins majeurs. Lors de la cérémonie, l'officier d'état civil, souvent le maire ou un adjoint, lit aux futurs époux plusieurs articles du Code civil, articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 qui rappellent leurs devoirs et obligations dans le mariage.
Après l'échange des consentements, oui, les époux signent les registres d'état civil. Un acte de mariage est alors dressé, conférant officiellement le statut d'époux. Effet juridique du mariage. Le mariage crée une alliance juridique forte entre les époux, avec des droits et devoirs réciproques bien plus étendus que dans le concubinage ou le pax. Devoirs des époux, Code civil, article 212 et suivants. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Cette phrase, inscrite à l'article 212 du Code civil, élu en mairie, résume les obligations principales, la fidélité. Chacun des conjoints s'engage à ne pas avoir de relations extra-conjugales. L'adultère n'est plus une infraction pénale en France depuis 1975 et n'est plus une cause automatique de divorce depuis la réforme de 1975, mais il constitue toujours une violation du devoir de fidélité qui peut fonder un divorce pour faute voire divorce. C'est surtout une obligation morale légale entre époux. Le secours et assistance, les époux se doivent être mutuels, soutien moral et matériel. Ils doivent veiller au bien-être l'un de l'autre, par exemple en cas de maladie, de difficultés financières, ils se doivent assistance. Ce devoir se prolonge juridiquement par l'obligation alimentaire et le devoir de secours. Tant que le mariage n'est pas dissous, chaque époux a le droit de demander à l'autre une aide financière s'il est dans le besoin. En cas de défaillance, un juge peut imposer une pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant le mariage, c'est rare, mais possible en séparation de fait. Le respect, ajouté par la loi de 2006, ce devoir implique l'absence de violence conjugale, de traitement indigne, etc. Les époux doivent se traiter avec dignité. Vie commune, article 215. Les époux s'engagent à une communauté de vie, c'est-à-dire à partager une vie familiale, résidence commune, relations intimes, projet de vie. Ils fixent d'un commun accord la résidence du ménage. L'abandon du domicile conjugal par l'un sans raison peut constituer une faute dans le couple et servir de cause de divorce pour faute. Néanmoins, la loi permet que pour des raisons professionnelles ou personnelles, les époux aient des résidences séparées, du moment que c'est consenti. On parle alors de communauté de vie spirituelle et charnelle maintenue, même s'il y a distance physique ponctuelle. Direction de la famille et enfants, article 213, 371-1. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et prennent en charge l'éducation des enfants. L'autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement. Ce point vaut d'ailleurs pour tout couple d'actes, marié ou non, dès lors que la filiation est établie envers les deux parents. Ils doivent protéger l'intérêt des enfants, pourvoir à leur entretien et éducation, c'est une obligation légale. Article 371-2 Code civil par exemple. Contribution aux charges du mariage, article 214. Chaque époux doit contribuer aux charges du ménage, dépenses du foyer, logement, nourriture, éducation des enfants, etc. à proportion de ses capacités financières respectives. Si l'un gagne beaucoup plus que l'autre, il doit assumer une part plus importante des dépenses. Les époux peuvent, par contrat de mariage, aménager cette contribution, mais ils ne peuvent y déroger totalement, c'est un ordre public familial. En cas de manquement, un époux peut être judiciairement condamné à verser une contribution aux charges. Solidarité des dettes ménagères, article 220. Pour protéger les tiers, le Code civil prévoit que chacun des époux peut engager l'autre pour les dépenses de la vie courante. Par exemple, si madame prend un crédit pour acheter une voiture familiale ou paie les courses à crédit, M est également tenu de rembourser ce crédit, et vice-versa, dès lors qu'il s'agit de dettes contractées pour les besoins du ménage. Ce mécanisme évite que les créanciers soient impayés sous prétexte qu'un seul époux a signé. Il y a des exceptions pour les dépenses manifestement excessives ou les achats à crédit non consentis par l'autre époux, similaires à celles vues pour le Pacs. Nom de famille. Le mariage n'entraîne aucun changement automatique de nom de famille. Chaque époux conserve son nom de naissance non patronymique. Cependant, l'usage veut que l'on puisse porter le nom de son conjoint à titre d'usage. Ainsi, une épouse peut, si elle le souhaite, utiliser le nom de son mari et réciproquement, un mari peut prendre le nom de son épouse en usage dans la vie courante et les documents administratifs usuels. Ce n'est pas une obligation, juste une possibilité sociale. Juridiquement, le nom de naissance reste le seul nom officiel, utile à savoir en cas de divorce,
car l'usage du nom du conjoint peut être retiré sauf accord. Régime matrimonial. Bien des époux, le mariage organise la gestion des biens du couple via le régime matrimonial. En France, si les époux ne signent aucun contrat de mariage, ils sont soumis de plein droit au régime légal de la communauté réduite aux acquets articles 1400 et suivant Code civil. Cela signifie que tous les biens acquis pendant le mariage, les acquets sont communs aux deux époux, peu importe qui les a achetés ou gagné l'argent, tandis que les biens possédés avant le mariage ou reçus par donation-succession pendant le mariage restent la propriété propre de celui qui les détenait. Chacun des époux a en principe le pouvoir d'administrer seuls les biens communs pour les actes de gestion courante, mais certains actes importants, vente d'un immeuble commun, etc. requièrent l'accord des deux. Contrat de mariage. Les futurs époux peuvent, avant le mariage, établir un contrat devant notaire pour choisir un autre régime matrimonial. Par exemple, le régime de la séparation de biens où chacun conserve la propriété exclusive de tous ses biens, y compris ceux acquis pendant le mariage. Il n'y a pas de mise en commun sauf volontaire sur tel ou tel bien ou la communauté universelle où tous les biens, présents et à venir, sont communs ou encore la participation aux acquets régime hybride. Ce contrat permet d'adapter la gestion du patrimoine du couple à leurs souhaits. En l'absence de contrat, c'est le régime légal communauté réduite aux acquets qui s'applique par défaut. Il est toujours possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage, après au moins 2 ans, via une procédure notariale et judiciaire. Nationalité et droits conjugaux. Le mariage peut avoir des effets sur la nationalité et le séjour. Un étranger marié à un Français n'obtient pas automatiquement la nationalité française, mais il bénéficie d'une procédure facilitée de naturalisation, par déclaration, au bout de 4 ans de mariage, sous condition de communauté de vie effective et de connaissance suffisante de la langue et de la culture française. Si le couple réside à l'étranger, le délai est porté à 5 ans. Par ailleurs, un conjoint étranger marié à un citoyen français ou européen bénéficie d'un droit au séjour plus protecteur qu'un simple concubin. Il peut obtenir un titre de séjour en France en tant que conjoint de Français, carte vie privée et familiale, sans exigence de délai de vie commune préalable, et au niveau de l'Union européenne, la directive sur la libre circulation reconnaît le conjoint comme membre de la famille qui a un droit d'entrée et de résidence de plein droit dans les autres États membres. En revanche, un partenaire pacsé ou concubin n'a pas ce statut automatique, il relève de la catégorie des partenaires durables dont l'accueil est facilité mais pas garanti. Ainsi, le mariage confère un statut plus fort pour les questions de visa, de titre de séjour, plus globalement, de reconnaissance internationale de l'union, succession et patrimoine familial. En cas de décès de l'un des époux, le survivant a une protection légale très forte. D'abord, le conjoint survivant est un héritier réservataire en concurrence avec les enfants depuis la réforme de 2001. Par exemple, si le défunt laisse des enfants communs, le conjoint survivant a le choix entre recueillir un quart de la succession en pleine propriété ou l'usufruit droit d'usage de la totalité des biens. S'il n'y a pas d'enfants, mais des parents du défunt, le conjoint hérite d'une partie significative, la moitié ou plus. S'il n'y a ni enfant ni parents, le conjoint hérite de tout alors qu'un partenaire pacsé n'aurait rien sans testament. De plus, le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession, aucune taxe, comme pour le partenaire pacsé. Il bénéficie aussi du droit temporaire d'1 an au logement gratuit et d'un droit viager d'habitation. Il peut, si le défunt laisse des enfants, demander à conserver le logement familial sa vie durant en usufruit, ce qui prime sur le partage avec les autres héritiers. Le mariage crée donc une solidarité posthume très protectrice pour le conjoint. En synthèse, le mariage crée une véritable communauté de vie et d'intérêt entre les époux, encadrée par la loi. C'est le statut le plus complet pour un couple, mais aussi le plus engageant. Les obligations sont fortes: fidélité, assistance, contribution aux charges, etc. Et la rupture ne peut se faire qu'en passant par une procédure de divorce, voire section suivante. Aspect européen. Le mariage est un droit fondamental proclamé par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales. La Cour européenne des droits de l'homme interprète cet article comme garantissant le droit de se marier, mais selon les lois nationales, ce qui laisse aux États la faculté de fixer les conditions âge,
interdit de parenté, etc., et même de décider d'ouvrir ou non le mariage aux couples de même sexe. Ainsi, la CEDH a jugé que ne pas autoriser le mariage homosexuel ne viole pas en soi la Convention Areschalk-Kopf 2010 tant que d'autres formes de reconnaissance existent pour assurer le droit à la vie familiale depuis. Beaucoup de pays ont évolué et plus de la moitié des États du Conseil de l'Europe autorisent le mariage homosexuel en 2025. La Cour de justice de l'Union européenne, quant à elle, a rendu un arrêt important comme un contre. Roumanie, 2018, obligeant un État membre qui ne reconnaît pas le mariage homosexuel à quand même reconnaître un mariage homosexuel conclu à l'étranger pour accorder un droit de séjour aux conjoints étrangers au titre de la libre circulation. Par ailleurs, au sein de l'Union européenne, des règlements exemple Bruxelles 2 bis ter assurent la reconnaissance mutuelle des mariages et définissent qu'elle juge est compétente en cas de divorce international, etc. En résumé, le mariage célébré en France sera généralement reconnu dans la plupart des pays du monde et confère un statut universellement compris de conjoint, ce qui en fait la forme d'union la plus robuste juridiquement. 5. Divorce-dissolution du mariage. Le divorce est la procédure légale qui met fin au mariage civil. En France, le divorce existe depuis 1792 avec des interruptions historiques, notamment son interdiction de 1816 à 1884. Aujourd'hui, il est admis que le mariage peut être dissous du vivant des époux, par leur volonté, sous le contrôle du juge ou par acte d'avocat. Le divorce se distingue de la séparation de corps qui est une simple séparation autorisée des époux sans dissoudre le lien marital, procédure rare, utilisée pour raisons religieuses ou patrimoniales. Les différents types de divorce, la loi française prévoit 4 cas de divorce. Divorce par consentement mutuel, divorce amiable, les deux époux sont d'accord pour divorcer et sur toutes les conséquences du divorce, répartition des biens, garde des enfants, pension, etc. C'est un divorce non judiciaire sans juge si toutes les conditions sont réunies. Depuis 2017, il se fait par acte sous seing privé contresigné par avocat, déposé chez un notaire. Chaque époux a son avocat, il signe une convention de divorce et un notaire l'enregistre. Le divorce est alors rapide et discret. S'il y a un enfant mineur qui souhaite être entendu par un juge ou si l'un des époux est placé sous un régime de protection tutelle curatelle, alors l'homologation d'un juge reste nécessaire malgré l'accord divorce amiable homologué. Divorce accepté. Divorce pour acceptation du principe de la rupture. Les époux sont d'accord pour divorcer sur le principe, mais pas sur toutes les conséquences. Par exemple, ils acceptent de se séparer, mais divergent sur la garde des enfants, le montant de la pension, ou n'ont pas encore liquidé leur régime matrimonial. Dans ce cas, ils doivent saisir le juge aux affaires familiales. Chacun peut exposer ses demandes sur les points de désaccord, et le juge prononce le divorce puis tranche les mesures sur lesquelles ils ne s'entendent pas. C'est un divorce contentieux devant le tribunal, mais sans qu'il y ait de faute à prouver. Le motif est simplement la volonté commune de rompre. Divorce pour altération définitive du lien conjugal, c'est le divorce pour rupture de la vie commune. Il peut être demandé de façon unilatérale par un époux lorsque le couple a cessé de cohabiter et que le lien conjugal est brisé. Depuis la réforme de 2019 entrée en vigueur 2021, il suffit que les époux vivent séparés depuis au moins 1 an au moment où le juge prononce le divorce. Avant, il fallait 2 ans. Ce divorce ne nécessite pas de prouver une faute de l'autre. C'est le constat de la désunion irrémédiable. Si un époux refuse le divorce, l'autre peut quand même l'obtenir via cette procédure après le délai d'1 an de séparation. Cela évite de recourir à des fautes artificielles. Ce type de divorce était autrefois appelé divorce pour rupture de la vie commune. Divorce pour faute, c'est le cas conflictuel classique où l'un des époux reproche à l'autre une violation grave ou répétée des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Par exemple, des faits d'adultère, de violence conjugale, d'abandon du domicile, de non-assistance, etc., constitueront des fautes. L'époux demandeur doit prouver les manquements de l'autre, avec des preuves admissibles. Si les faits sont avérés et jugés suffisamment graves, le juge prononce le divorce au tort exclusif de l'époux fautif. Si les deux époux ont commis des torts, le juge peut prononcer le divorce au tort partagé. Le divorce pour faute existe toujours, bien qu'il soit moins utilisé qu'avant. Environ 30% des divorces contentieux, souvent dans des contextes de violence ou d'infidélité particulièrement mal vécus.
Procédure de divorce. La procédure a été simplifiée par les réformes récentes lois de 2019. Pour un divorce par consentement mutuel sans juge, la procédure est essentiellement contractuelle. Chaque époux consulte un avocat, ils établissent une convention organisant toutes les modalités garde des enfants, pension alimentaire, partage des biens, éventuelles prestations compensatoires, etc. Après un délai de réflexion de 15 jours, la convention signée est déposée chez un notaire, ce qui la rend effective et dissout le mariage. Le divorce est alors mentionné à l'état civil. Pour les divorces contentieux acceptés, faute, altération, la procédure se déroule devant le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire. Depuis 2021, elle débute généralement par une assignation en divorce délivré par huissier à l'initiative de l'un des époux ou une requête conjointe si les deux sont d'accord pour un divorce accepté par exemple. Il n'y a plus d'audience de conciliation comme avant. Une phase d'orientation et mesures provisoires permet au juge, en début de procédure, de prendre des mesures temporaires pour l'organisation de la vie séparée des époux pendant le procès qui restent mariés paient quelle charge, qui garde le domicile, pension alimentaire provisoire pour les enfants, etc. Ensuite, s'engage la phase de mise en état et échange des arguments entre avocats puis l'audience de jugement sur le divorce et ses conséquences. Le juge rend un jugement de divorce qui tranche le principe du divorce et statue sur l'autorité parentale et la résidence des enfants, la pension alimentaire des enfants, la prestation compensatoire éventuelle, le sort du logement familial et homologue éventuellement les accords des époux sur le partage des biens. Une fois le jugement définitif, après délai d'appel ou renonciation à appel, le divorce prend effet et est mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance. En pratique, un divorce amiable peut être finalisé en quelques mois, tandis qu'un divorce contentieux conflictuel peut prendre plus d'un an selon la complexité et l'engorgement des tribunaux. Conséquence du divorce, le divorce met définitivement fin au lien matrimonial. Les ex-époux redeviennent juridiquement des personnes célibataires et retrouvent leur liberté, ils peuvent se remarier plus tard avec d'autres. Voici les principaux effets, devoirs et non. Le divorce dissout les devoirs conjugaux. En particulier, il met fin au devoir de secours entre époux. Après le divorce, les ex-conjoints n'ont plus à se soutenir financièrement sauf dispositions particulières, voire prestations compensatoires. En outre, l'époux divorcé perd l'usage du nom de son conjoint qu'il avait pris pendant le mariage, sauf accord contraire. Par exemple, une femme qui utilisait le nom de son mari doit en principe cesser de l'utiliser après divorce, à moins que le jugement ne l'y autorise, si elle en fait la demande, soit avec l'accord de l'autre parce qu'elle en a besoin pour son activité professionnelle ou pour les enfants. Le divorce est sans incidence sur la filiation et l'autorité parentale. Les deux parents continuent d'exercer l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs, sauf décision exceptionnelle du juge retirant l'autorité à l'un d'eux cas de grave défaut. Il faut organiser la vie des enfants après la séparation, garde résidence des enfants, soit les parents s'accordent sur un mode de garde, soit le juge décide dans l'intérêt des enfants. Deux schémas existent. La résidence alternée, l'enfant vit en alternance égalitaire chez le père et la mère, par exemple une semaine sur deux, ou la résidence habituelle chez l'un des parents, l'autre ayant un droit de visite et d'hébergement, par exemple un week-end sur deux et la moitié des vacances. La loi ne favorise aucun schéma par principe, le critère est l'intérêt de l'enfant et la situation des parents. La résidence alternée nécessite une bonne entente et une proximité géographique. Si les parents ne s'entendent pas, la garde est souvent confiée à l'un et l'autre a un droit de visite classique. Contribution à l'entretien et l'éducation, pension alimentaire. Le parent chez qui l'enfant ne réside pas principalement devra verser une pension alimentaire à l'autre parent pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Cette pension alimentaire est fixée en fonction des ressources du parent débiteur et des besoins de l'enfant. Même en cas de résidence alternée, si l'un des parents a significativement plus de revenus, une pension peut être prévue au bénéfice de l'autre afin d'équilibrer les conditions de vie de l'enfant. La pension est due jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà si l'enfant poursuit des études ou ne peut subvenir à ses besoins, souvent jusqu'à 25 ans environ en cas d'études longues. En cas de non-paiement, des procédures de recouvrement forcé existent, paiement direct sur salaire, intervention de la CAF via l'ARIPA, etc. Autorité parentale.
Les grandes décisions concernant l'enfant, scolarité, santé, orientation religieuse, etc. doivent continuer à être prises conjointement par les deux parents, sauf exception. Le divorce n'y change rien, hormis la nécessité de communiquer entre ex-époux pour l'enfant. Le juge aux affaires familiales peut, en cas de très fort conflit, désigner un médiateur familial pour aider le dialogue ou adapter les modalités de garde. Liquidation du régime matrimonial et partage des biens, le divorce entraîne la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple. Si les époux avaient des biens comme un régime de communauté, il faut les partager. Ils peuvent le faire à l'amiable avec un notaire, surtout s'il y a un bien immobilier. Une liquidation notariale est obligatoire ou, en cas de désaccord persistant, le tribunal tranchera. En communauté réduite aux acquêts, chaque époux reprend ses biens propres et ils se partagent en principe les biens communs à 50-50. Des récompenses peuvent compenser les investissements de biens propres dans la communauté, etc. C'est technique. En séparation de biens, chacun reprend ce qui est à son nom. Les biens achetés en indivision seront soit vendus et le prix partagé, soit attribué à l'un avec compensation financière à l'autre soult. Le logement familial, si le domicile conjugal était un bien commun, il fait partie du lot à partager. Si c'était un bien propre à l'un, cet époux peut reprendre son bien, mais le juge peut avoir accordé à l'autre ou aux enfants un droit de rester dans les lieux pendant un certain temps. Le sort du logement est souvent un point épineux réglé provisoirement par le juge pendant la procédure, puis définitivement à la liquidation. Le partage des biens peut intervenir en même temps que le divorce intégré à la convention pour un divorce amiable ou homologué par le juge ou après coup via une procédure séparée si ce n'était pas finalisé. Prestation compensatoire. Le divorce peut créer un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des ex-époux, notamment si l'un avait arrêté de travailler pour s'occuper du foyer ou si l'écart de revenus est important. Pour compenser les disparités financières dues à la rupture, le Code civil prévoit la prestation compensatoire. C'est une somme d'argent ou avantage en nature versée par l'un des ex-époux à l'autre, en principe sous forme de capital, destinée à compenser autant que possible la perte de niveau de vie causée par le divorce. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible, article 271 Code civil. Le juge considère des critères comme la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et carrière, les sacrifices faits pour la famille, exemple un arrêt d'activité pour élever les enfants, le patrimoine estimé de chacun, etc. La prestation compensatoire est forfaitaire. En général, c'est un montant global fixé par le juge. Le plus souvent, elle est versée en capital, somme d'argent, ou attribution d'un bien en pleine propriété ou d'un droit d'usage. Ce capital peut être payé en plusieurs échéances sur max 8 ans si besoin. Exceptionnellement, si l'âge ou l'état de santé du débiteur ne permet pas de payer un capital, le juge peut accorder une rente viagère car rare, souvent refusée aujourd'hui. Le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande et notamment lorsque le divorce est prononcé au tort exclusif de l'époux demandeur et que celui-ci réclame la prestation. En d'autres termes, un époux fautif grave pourrait se voir refuser une prestation compensatoire si cela paraît injuste au vu des circonstances. Mais en principe, la faute n'intervient pas dans le calcul financier, seule l'équité globale compte. La prestation compensatoire est très fréquente pour les divorces de mariage long avec un époux non salarié. Elle vise à éviter qu'un divorce ne précipite l'un des ex-conjoints dans la précarité pendant que l'autre conserve un niveau de vie aisé. Dommages-intérêts. Indépendamment de la prestation compensatoire, la loi prévoit la possibilité de dommages-intérêts dans deux cas, article 266 Code civil, si le divorce est prononcé au tort exclusif d'un époux et que l'autre subit, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d'une particulière gravité par exemple, sur le plan moral ou de son honneur, le juge peut allouer des dommages-intérêts à l'époux innocent. C'est assez rare et suppose des circonstances exceptionnelles. Exemple, un divorce humiliant qui ruine la réputation d'un époux. Responsabilité civile. En dehors du cadre du divorce lui-même, un ex-époux peut poursuivre l'autre pour des faits précis lui ayant causé un dommage, par exemple violence conjugale, injure grave sur le terrain de la responsabilité délictuelle classique. Conséquences financières diverses. Le divorce
entraîne la fin de la communauté de biens si existante. Chaque ex-époux reprend la gestion exclusive de ses finances. Fiscalement, l'année suivant le divorce, chacun fait sa propre déclaration de revenus. La fin du quotient conjugal peut augmenter l'impôt. Si l'un des ex-époux bénéficiait de la couverture santé de l'autre, il perd ce statut d'ayant droit, mais depuis la PUMA, chacun a sa propre couverture maladie en France de toute façon. Concernant la pension de réversion, pension de veuf-veuve versée par les caisses de retraite au conjoint survivant d'un assuré décédé, le divorce ne supprime pas totalement les droits. En effet, si votre ex-conjoint décède, vous pourrez potentiellement toucher une partie de sa pension de réversion au prorata des années de mariage, à condition de ne pas vous être remarié de votre côté. La pension de réversion d'un assuré est partagée entre son conjoint actuel et ses éventuels ex-conjoints divorcés, proportionnellement à la durée de chaque mariage. Par exemple, si quelqu'un a été marié 20 ans avec une première épouse, puis 10 ans avec sa seconde épouse, chacune aura droit à 2/3 et 1/3 de la réversion. Ce droit illustre que le lien matrimonial conserve certaines conséquences après divorce en matière de retraite, mais il n'y a pas d'obligation de secours direct entre ex-époux au quotidien. En résumé, le divorce ramène chacun des ex-époux à la vie civile indépendante, mais il organise les suites pour éviter des iniquités, prestations compensatoires et protéger les enfants, pensions, garde. C'est un processus parfois conflictuel, mais qui est désormais entré dans les mœurs en France, environ 130 000 divorces par an ces dernières années. Aspect européen, tous les pays européens autorisent aujourd'hui le divorce, le dernier à l'avoir introduit étant Malte en 2011. Les conditions et procédures varient, certains imposent un délai de séparation préalable comme l'Irlande, 2 ans de séparation pour un divorce consensuel, d'autres connaissent uniquement le divorce sans faute. Par exemple en Suède, le divorce est toujours accordé sans motif, après un certain délai, même si l'autre n'est pas d'accord. L'Union européenne facilite la gestion des divorces internationaux par des règlements. Bruxelles de terre, règlement Union européenne 2019-1111, succédant à Bruxelles 2 bis, unifie les règles de compétence et la reconnaissance des jugements de divorce entre États membres. Ainsi, un divorce prononcé en France sera reconnu dans les autres pays de l'UE sans procédure lourde. Le droit international privé, règlement Rome 3 pour les pays participants, peut déterminer quelle loi s'applique à un divorce d'époux de nationalités différentes. Exemple, 2 Allemands vivant en France peuvent divorcer en France selon la loi française ou choisir la loi allemande sous condition. La CEDH, de son côté, ne garantit pas un droit au divorce inconditionnel. Elle a admis qu'un État puisse refuser un divorce demandé par l'un seul, par exemple. Babiars contre Pologne 2017. Même si la tendance est plutôt de considérer qu'empêcher définitivement de divorcer pourrait porter atteinte au respect de la vie privée, la CEDH veille surtout à ce que le divorce, s'il est prévu en droit interne, respecte les garanties du procès équitable et n'entraîne pas de discrimination. En définitive, le parcours juridique d'une vie de couple en France peut se résumer ainsi. La loi laisse entièrement libre les premiers élans amoureux. Concubinage sans contrainte offre un cadre contractuel allégé via le Pacs pour ceux qui veulent plus de sécurité sans aller jusqu'au mariage, consacre enfin l'union complète par le mariage avec toutes ses conséquences, et permet, en dernier recours, la dissolution de ce lien par le divorce avec un encadrement pour protéger les plus vulnérables. Chaque étape s'accompagne de textes du Code civil, des articles 515-8 pour le concubinage, 1088 pour les fiançailles, 515-1 à 515-7 pour le Pacs, 144 et suivant pour le mariage, 229 et suivant pour le divorce, et d'éventuelles influences du droit européen, composant un ensemble cohérent destiné à la fois respecter la liberté individuelle et organiser la solidarité au sein du couple.